Vous arrive-t-il parfois de vouloir percer les secrets de la nature ou simplement d'en saisir quelques bienfaits? Pour cela, j'ai pris rendez-vous avec Apollinaire, le directeur exécutif de l'association des guides pour le développement durable au Togo. Il a prévu de me faire découvrir les plantes qui font la renommée de la région des plateaux. Dans la région, on a 3 sortes de café. On a le café Robusta, le café Arabica et le café Arabusta. Alors tous les cafés donnent tout d'abord des fleurs blanches en février, mars. Fin mars, les fleurs sont fanées, tombent et après on a les graines vertes comme ça. Et en septembre, ça devient rouge et c'est mûr. Le paysan vient les cueillir et arrive à la maison, il les étale. Il fait sécher au soleil pour 5 à 6 semaines. Ça devient sec et de couleur noire. On l'amène au moulin pour le décortiquer. Et arrive à la maison, on trie les mauvaises graines, les déchets. Une fois que c'est bien trié, les bonnes graines sont toutes vendues à une coopérative ici, dans le village. La coopérative achète 2 fois le prix du gouvernement pour aider les paysans. Et après, il la magasine pour 2-3 années. Le temps refile au mot de le met en paquet, il revend aux intéressés. Donc ça, c'est le calebassier muscadier. Ah oui. Ça, le muscadier, ça donne des fleurs très larges comme les orchidées. Et après la fleur, on a les calebasses comme ça. Le cacao, ça pousse sur le tronc directement comme les calebasses. Ça, c'est la fleur. Après la fleur, c'est le début de la cabosse. Minuscule, hein. Comme ça. Ça grossit, ça devient comme ça. Comme ça. Et quand c'est mûr, ça devient jaune. C'est jaune, c'est bien mûr. On casse la cabosse. Et à l'intérieur de la cabosse, on a les fèves de cacao. Alors à Palmé, il y a une coopérative. Donc le chocolat d'ici vient, c'est à base de cacao de notre montagne. Certaines plantes dévoilent bien d'autres surprises. Avec les jeunes feuilles du thé qu'on fait sortir la couleur rouge pour la peinture végétale. C'est-à-dire on vient juste chercher les feuilles, même malassées à la main. On a une substance rouge. Naturellement. Wow. C'est la peinture. Ah oui, c'est bien rouge. C'est un peu la peinture végétale. Donc on les pile, en quantité, on pile bien les feuilles et on prend le jus. Le jus tout de suite, avec son pinceau, on dessine. Toutes ces couleurs, on les trouve dans la forêt par les feuilles, les graines, les écorces ou les racines. Bien pilées, on obtient les jus pour dessiner. Le nom c'est roucou, ça c'est la fleur. Une belle fleur comme ça. Après la fleur, c'est le fruit. Et l'arbre, c'est roucouillé. Ah oui, d'accord. Ah oui. Oh là là. C'est Tata Apollinaire. Hein. Tata Apollinaire. Oh oui, dis donc. C'est comme ça. Voilà. Et les hindous, les rouges, les points rouges servent également avec le roucou. Dans le rouge. Et le guerrier chez nous, c'est ça. Ah. La nature. C'est naturel. Voilà. Pour la peinture végétale, la couleur orange, c'est ça qui prend monsieur Agokossi pour ces couleurs. Installé au cœur du village de Kumakonda, l'artiste privilégie l'utilisation de pigments naturels. Je fais de peinture végétale à base des plantes de la nature. Ici, on a la chance et la nature nous donne beaucoup de choses. Donc je connais des plantes, je les prends, je les pile, je prends leur jus et j'arrive à faire des tableaux très jolis. Un tableau comme ça, par exemple, c'est la peinture végétale. Moi, je l'appelle végétale parce que c'est les plantes qui ont donné les couleurs. Bon, le support, c'est du coton. Et la couleur, comme j'ai déjà dit, ça vient de la forêt. Et moi, j'aime beaucoup peindre. Et si j'ai l'inspiration, je ne perds pas le temps. Je prends mon pinceau et mes couleurs, j'avance. Et j'encourage les gens qui ont l'inspiration
de toujours mettre ça sur leur toile. Et les gens peuvent aussi nous visiter ici à Koummakonda pour voir des choses qui ne sont pas ailleurs. Ça, c'est une fourmilière. Une fourmilière qui est confectionnée à partir de la terre et de l'acide formique. Les fourmis ont pris juste la terre, ont sécrété l'acide formique là-dessus. Et voilà, c'est devenu une matière qui est toujours dans la nature. Au fait, quand la branche tombe par terre, les fourmis abandonnent complètement leur nid. C'est ça que nous, on prend pour en faire un masque. La nature ne finit jamais d'offrir ses merveilles, aussi simples soient-elles. Ça grossit, ça devient comme ça. Ça, c'est plus de 8 kilos. Hein. Ouh là là. La nature, on vient les cueillir, on les fend en deux, on vide de l'intérieur, on lave bien la calva, puis on la fait sécher au soleil. Combien de temps 3 jours au soleil. 3 jours et tu peux l'utiliser? Ouais, tu peux l'utiliser. Comme les bols, comme récipient, on peut même manger dedans. D'accord. Ouais. Et les graines, tout ça, c'est pas consommable? Non, pas du tout. On peut pas consommer le... Pas du tout. La graine, on peut replanter, mais manger, non. Alors là, nous sommes au sommet du mont Koloto. On l'appelle Koloto qui veut dire montagne des tortues. Kolo veut dire tortue et To veut dire montagne. Pourquoi ce nom? À l'époque, les parents venaient chasser les tortues sur la montagne pour célébrer chaque 15 août une fête de retrouvailles. Et pour ne pas oublier la montagne, ils ont laissé le nom à la montagne Koloto, qui veut dire montagne des tortues, qui a comme altitude 751 mètres. Alors c'est le nom de cette montagne qu'ils ont donné à la préfecture Koloto dans laquelle nous sommes, d'où le chef-lieu est Palimé. Et juste derrière, là, vers la frontière Ghana, dans la vallée, si vous voyez bien la vallée, derrière la vallée, on a une ligne blanche, c'est le lac Volta. On voit le lac Volta depuis le sommet de la montagne. Et là, au sommet, d'habitude, nous recevons des touristes qui veulent faire le camping. On dort sous tente là. Voilà. Donc, au sommet du mont Koloto, on peut faire le camping. Et nous organisons même dans la région, dans l'association, nous organisons le trekking avec bivouac. Et le bivouac, c'est toujours sur le sommet de la montagne. Et il fait quelle température ici le soir là? Le plus frais, ça peut être combien? Ça descend jusqu'à 12. Ah oui, il faut être bien. Donc là, 12, c'est quelle période? Ça, c'est juillet-août. Juillet-août. Cette grande saison pluvieuse. D'accord. Ouais. Donc là, c'est bientôt. C'est bientôt. Là, ce soir, il va faire quelle température? Ce soir, ça va descendre jusqu'à 17-18. Oh, on va bien dormir. Ouais. 17-18. Donc, ceux qui veulent venir là, ils ont intérêt à venir habillés. Bien habillés. C'est ça. À cheval, avec le Ghana, la spectaculaire cascade de Yikpa se mérite et peut se targuer d'être l'une des plus hautes chutes d'eau d'Afrique de l'Ouest. Fleuve majestueux, torrent prestigieux, un refrain dont je saisis tout le sens en contemplant le paysage à la ronde, jusque sur les rives du Mono, frontière naturelle avec le Bénin. La mission que je me suis fixée, c'est de diffuser des messages positifs sur l'Afrique avant tout. Et donc pour faire ça, sur les réseaux sociaux, etc., toutes les nouvelles qui sont positives, je les envoie pour contrecarrer un petit peu le courant traditionnel, on va dire, où c'est plutôt des images négatives qu'on reçoit sur l'Afrique. Et l'idée, c'est de faire changer un peu l'état d'esprit des gens quand ils pensent à l'Afrique. Et moi, parallèlement à ça, je sillonne le Togo pour l'instant, et puis le Ghana et le Bénin aussi, pour trouver tous les trésors qu'on a chez nous. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont sous-exploités malheureusement. Et le Mono, c'est justement un des trésors qu'on en a ici au Togo et qui est vraiment sous-exploité. Donc moi, je me suis baladé longtemps sur le Mono pour trouver des endroits qui soient adéquats pour pouvoir faire un tour et proposer ça aux Togolais. Avec son entreprise spécialisée dans l'écotourisme, Thierry
permet à tous ceux qui le désirent de vivre un moment convivial au bord du fleuve. Comment on vit sur le mono? Si minun esia edo carrément les punaju carrément les ezona dododo ne ba do carrément edona kaka inaji ne iji esunagbo esugbo apome ngba nana nsugbo reko minun eji la oblewu yeno oblewu wa elako kame esugbo ngba pour l'activité sugbo reko. Est-ce qu'il y a beaucoup de pêche? Est-ce qu'il y a du poisson? Akpabi? Souvent? Akpabi a souvent, mais mon souvent kaka que les dominiadio, au matin quoi souvent que le dit, on la quoi clinique qu'on la tête doula home, clinique qu'on la tête va ça, 2000, 3000, et bon. Donc il y en avait plus avant que maintenant. Yeah. Okay. Et la mangrove alors? Qu'est-ce qui fait que la mangrove ça sert au fleuve Mono? Mangrove a conduit à où est construit dans la vie bâtiment d'Iro Gomene. Les lénéens, les navires va là-bas au Dunebe à Dron Kelenti à Koudebe Écosse et ni à Parc Kelentinia et au Duna. Alors le lénéen on a été béoté Dinaro pour navire Gomene à la ténon sous-bord. Ainsi au dos Mangrove. C'est un écosystème qui, pendant longtemps, les gens ont cru qu'il ne passe que dans les milieux salés. J'ai démontré le contraire aujourd'hui. Je les ai apportés au niveau des eaux douces. Le directeur de l'écomusée Gandoua, Danero, œuvre depuis longtemps pour la préservation du milieu naturel de sa région. Au-delà de ce rôle de maintien, j'allais dire, de l'ombrage au niveau du lac, il joue également un rôle de protection même de la côte. Parce qu'elle permet le blocage, ou bien la non-sédimentation, voilà s'il faut le dire ainsi, du sable des eaux de ruissellement vers les lacs, vers la mer. Mais dans les grands pays, j'allais dire des pays comme le Japon, mais comme Haïti, c'est des plans qui ont de très grandes hauteurs et qui luttent contre des phénomènes comme la tsunami. N'eût été les plans de mangrove des pays comme le Japon, des pays comme Haïti n'existeraient pas. Ça, il faut l'avouer. Donc c'est ces mangroves qui bloquent les eaux de la mer lorsque les tsunamis les emportent vers le continent. Et c'est un écosystème où, j'allais dire, que ce soit les crocodiles, que ce soit les boas, que ce soit les tortues, les poissons, les crevettes, les crabes, tous les hérons, les oiseaux de différents plumages, c'est là que eux tous se multiplient. Et vous savez ce que cela constitue pour le tourisme. Le nombre de personnes que je reçois d'ici, qui viennent des quatre coins, j'allais dire, du monde entier, ne serait-ce que pour venir voir la mangrove, je vous dis, ils sont très nombreux. Donc ça veut dire, ça a une grande vocation également touristique. Ça attire les touristes. Et vous savez bien ce que les touristes constituent en matière de développement d'un milieu. C'est ce qui nous a amené à les reboiser en quantité et en qualité, afin de pouvoir attirer les touristes vers nous et par ricochet constituer un facteur de développement pour notre ville. Parce que vous l'auriez déjà constaté, Anéro elle-même, elle est si belle, naturellement, et en développant, en reconstituant, en restaurant cette biodiversité, il y a de quoi alors que le tourisme soit plus développé. Culture et écotourisme, une force économique à ne surtout pas négliger.